de manière débridée aujourd'hui. Et surtout dans les universités. Moi, je pense concrètement qu'il faut nettoyer les universités des différents groupuscules d'extrême gauche qui les noyotent. On a effectivement deux sujets sur l'antisémitisme qui sont liés aux associations d'extrême gauche dans les universités. Le premier, c'est la question de l'antisémitisme latent de l'extrême gauche qui a toujours existé, qui était contre le grand capital et contre le capitalisme financier mondialisé, comme il le dirait. Et le deuxième point, c'est même pas que depuis le 7 octobre, ça a toujours existé. Moi, j'étais encore il n'y a pas si longtemps que ça en université, et on peut constater qu'il y avait effectivement des associations d'extrême gauche qui sont profondément antisémites parce qu'antisionistes, parce qu'il faut bien rappeler qu'il y a un trait d'union entre les deux, parce que l'antisionisme se pose les germes de l'antisémitisme dans la mesure où si vous êtes antisioniste, vous avez deux manières de l'exprimer. Soit vous êtes contre la présence de juifs en terre de Palestine, ce qui est l'antisionisme plutôt dans le monde arabo-musulman, soit vous êtes contre et vous refusez l'existence de l'État d'Israël. Et on voit qu'une partie des associations d'extrême gauche dans les universités est sur cette thèse-là et sur cette doctrine-là depuis déjà bien des années. Il y a quelque chose de profond. Et complètement. Et en fait, on voit que la question des violences contre les policiers, elle est majeure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre il y a une explosion du nombre de refus d'obtempérer. On est à 27 000 refus d'obtempérer. C'est un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes. C'est 50% de plus qu'il y a 10 ans. Et surtout, moi, ce qui me marque, et c'est là où justement le bas blesse, c'est dans 20% des cas, les policiers sont obligés d'utiliser leurs armes parce que le délinquant les menace directement. Or, ils ne l'utilisent que dans 1% des cas. Cela traduit justement le fait que la police est un des corps les plus contrôlés et que les policiers aujourd'hui, ils peuvent même plus utiliser leurs armes parce que justement les délinquants sont surprotégés. L'actualité internationale à présent avec Oui, effectivement, ça a été la priorité. Mais là-dessus, moi, je vais être plus optimiste quand même. Je trouve que ce qui a été fait, notamment au niveau de la police, est quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire que quand on regarde une enquête du collectif Nous Toutes, donc qui est un collectif féministe, on voit que justement le sujet qui avait été posé sur la question des violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites aux femmes, c'était l'accueil et la réception de la plainte au commissariat. Or, selon cette enquête-là, il y avait 30% des plaignantes qui se trouvaient mal accueillies au commissariat. Aujourd'hui, il y en a maintenant beaucoup moins, quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment positif. Et ensuite, après, le deuxième sujet, c'est de poser les bons diagnostics sur l'état aujourd'hui de la criminalité et des violences sexuelles et sexistes. Déjà, le premier point, c'est que ce sont des violences intrafamiliales, et donc il faut regarder ce qui se passe dans les familles à ce niveau-là. Et le deuxième point, comme elle disait dans le reportage, c'est qu'effectivement, 95% sont des hommes, mais il y a aussi 63% qui sont des étrangers, donc sur les transports en commun en Ile-de-France. Donc il faut poser les bons diagnostics sur tous ces sujets-là. Effectivement, ce sont des hommes. Effectivement, il y a une surreprésentation de l'immigration dans ces questions-là. Donc posons les bons diagnostics et ensuite apportons les réponses adéquates. Allez, 6h. D'autant plus que les juges doivent rendre la justice au nom du peuple français. Et le peuple français, à travers la loi immigration et à travers toutes les enquêtes d'opinion, est très largement favorable à la réduction du nombre de l'accueil de migrants, et notamment des migrants en situation irrégulière. Ce qui est vraiment choquant dans la décision du Conseil d'État, si on se place d'un point de vue de politique publique, c'est que si elle serait pertinente si la protection des frontières de l'Union européenne était suffisamment réalisée et suffisamment effective. Or, ce n'est absolument pas le cas. L'Union européenne ne protège pas ses frontières, que ce soit d'un point de vue financier, c'est-à-dire que 3% du budget de l'Union européenne est destiné seulement à la protection des frontières, alors qu'on fait face à une crise migratoire sans précédent et que parmi les 100 millions de réfugiés qui ont attrait dans le monde, il y en a 30% qui ont pour destination finale un pays de l'Union européenne, donc c'est quand même quelque chose qui est colossal. Et comme le disait Michel, le droit européen doit s'adapter aux aspirations populaires et à l'évolution de la société, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Aujourd'hui. Oui, il y a une sorte de culture GTA, on va dire, dans une nouvelle génération du pays qui, justement, a banalisé la violence sous toutes ses formes. Et ça passe par les violences, les violences contre les biens, les violences contre les personnes, les violences sexuelles, tous ces sujets-là, tous les indicateurs sont dans le rouge. La question de la réponse aujourd'hui de Gérald Darmanin et des politiques publiques, elle est essentielle. Or, ce que l'on voit, c'est que la doctrine macroniste sur ce sujet-là, elle est inopérante. Pourquoi ? Parce que dans son entretien pour Valeurs Actuelles en 2019, le président de la République avait essayé d'établir et de dresser une doctrine sur la question de la sécurité. Sauf que lui, son logiciel, c'est de dire que
tant que vous réduisez pas le chômage et vous réduisez pas la pauvreté, il y aura toujours de la violence. Or, ce que l'on voit, c'est que on peut le saluer, le gouvernement a réduit le chômage dans le pays pendant les dernières années. Et pourtant, la violence, elle explose quand même. Donc ça veut dire que le logiciel aujourd'hui social-démocrate du gouvernement n'est pas le bon. Il faut profondément changer de culture politique sur ce sujet-là et adopter une politique sécuritaire davantage massive sur le plan de la justice et évidemment le plan de l'intérieur. Et aux difficultés du quotidien. Exactement, et ça rappelle la diversité des mouvements agricoles, parce qu'on ne peut pas parler d'un mouvement agricole unique. On voit que sur les mobilisations, on voit qu'il y a eu vraiment toute la France, la France rurale et toute la France des agriculteurs qui s'est mobilisée. Ça s'est traduit de trois manières différentes. D'abord, une lutte entre Paris et la province, où on a vu ce mouvement agricole qui a vraiment allé converger vers Paris et qui était vraiment très intéressant à voir et très intéressant à analyser. Deuxièmement, on voit quand même une fracture entre les départements riches et les départements pauvres, notamment dans les régions type sud-ouest notamment. Et le troisième élément, c'est justement une distinction entre la France du Grand Sud, donc le sud-ouest et une partie du sud-est, et la France du nord-ouest, où là, on voit effectivement des divergences de mobilisation. Moi, ce que je vois, c'est que la France du Grand Sud, donc notamment les éleveurs dans les départements du Grand Sud, se sont davantage mobilisés. Et justement, c'est eux qui reviennent à la ferme avant, parce que c'est pas possible. En fait, on peut pas laisser ces bêtes justement toutes seules pendant un certain nombre de temps. On va voir quel est le moral de nos agriculteurs. On est en direct avec Clément Van de Putte. Bonjour, vous êtes agriculteur dans l'Oise. Merci d'être